Bonsoir. Dans un communiqué du gouvernement du Cameroun, rendu public hier et signé de Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ce dernier s'étonne du mutisme observé par les organisations non gouvernementales internationales et les organismes de droits humains, si promptes, je le cite, à stigmatiser les autorités camerounaises ainsi que nos forces de défense et de sécurité dans le combat qu'elles mènent pour le retour à la normale dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Fin de citation. Une situation rendue très difficile à contrôler du fait de la circulation de nombreuses armes et munitions. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a donc décidé de ne pas lever la mesure de suspension des armes et munitions dans les deux régions en proie de violence depuis bientôt un an. C'est, on s'en souvient, l'une des premières mesures prises par Paul Atangandi au lendemain de son entrée dans le gouvernement Yann Philémon 4. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Voilà, bienvenue sur le plateau équinoxois. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Camille Nélé. Bonsoir. Bonsoir Sergent Autou, bonsoir téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur votre prestigieux plateau. Voilà, vous êtes journaliste d'investigation. Spécialisé même des enquêtes criminelles. Enquête criminelle. Voilà, sur ce plateau également, une fois de plus, Fautine Douzou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et c'est un plaisir de retourner après le rouleux débat d'hier. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons davantage édifier notre peuple à travers ce magnifique plateau. Ok, vous êtes acteur social, entrepreneur, auteur. Oui, beaucoup de casquettes, hein? Oui, auteur, entrepreneur et formateur également en entrepreneuriat stratégique et innovant, parce que je m'inscris dans une logique, celle d'apporter ma contribution à la construction du Cameroun, et tout ce que je dis sur ce plateau contribue de cette construction-là. Oh, ok. Sur ce plateau, pour la première fois, Jean-Marc Gosse, bonsoir. Bonjour, monsieur Serge Alain Autou. Bonjour à mes copanélistes. Et j'adresse aussi mes hommages à tous aux nombreux téléspectateurs du Cameroun et aussi de par le monde. Ok. Et oui. je vous dis encore tous mes hommages de m'avoir convié à ce rendez-vous. Vous m'envoyez fort ravi, donc j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Voilà, vous êtes le président du parti pour l'esprit d'avril 48. Tout à fait. Mais c'est beaucoup plus en tant qu'inventeur, parce qu'on a parlé, j'ai dit à l'entame de l'émission, qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent pour ce conflit. Vous comprenez cette mesure du ministre Paul Atangandi de suspendre. Déjà, il a suspendu au mois d'avril, c'est-à-dire un mois, 3 semaines après sa prise de fonction, il a décidé de suspendre sur toute l'étendue du territoire. Oui, monsieur Serge Alain Autou, merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. Vous le disiez tantôt. Je suis, pour ne pas le répéter, le président du parti de l'Esprit d'avril 48. C'est le 207e parti politique légalisé au Cameroun depuis 2007. Oui. Je précise qu'il y a aujourd'hui 12 ans, avec la période de Manga, nous le mettions sur pied. À ce moment-là, vous pouvez imaginer quel âge j'avais à l'époque, au moment où la politique était encore un tabou pour la jeunesse camerounaise. Donc, toutefois, j'ai pris le soin d'observer, et par la grâce de Dieu, pour ne pas vivre que de politique, il m'a fait innovateur, inventeur. Donc, je suis aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies. Raison pour laquelle, parce que vous parliez tout à l'heure de l'armement, j'ai conçu des fusils d'assaut arrimés aux nouvelles technologies, parce qu'en fait, il est question de prendre en compte l'intelligence artificielle dans le développement de nos États. Quand on sait qu'aujourd'hui, une entreprise comme Apple, à elle seule, représente le PIB de plus d'une trentaine de pays africains. On a une entreprise comme Samsung qui est aussi très riche du fait de l'intelligence artificielle. Je pense donc que l'Afrique, parce que cette technologie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont survenues
dans le monde entier de manière simultanée, l'Afrique ne doit pas être à la traîne. Maintenant, vous me conviez donc ici pour parler de la mesure gouvernementale. Je dirais d'entrée de jeu que chaque régime gère avec les réalités de son temps. Seulement, pour ma part, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, c'est bien, c'est une mesure de conservation qui permet quand même, une mesure conservatoire qui permet d'atténuer un certain nombre de risques, mais je pense qu'il eût été judicieux de réduire la porosité des frontières. Parce que vous avez beau interdire la circulation des armes létales, mais tant que les frontières ne sont poreuses, les frontières ne sont pas sécurisées, vous n'avez rien fait. C'est comme une sorte de coup d'épée dans l'eau. Mais Dieu merci, jusqu'ici, je crois que ceux qui se définissent de cette sécession ne sont pas soutenus comme il se doit, parce que je dis, ça aurait été le cas qu'aujourd'hui notre armée en partirait. Ils ont des armes artisanales, et quand on sait que le BIR, par exemple, utilise des galibes... Mais ça fait mal, on voit sur les réseaux sociaux. Elles font mal, justement. C'est pour ça que je dis, s'ils avaient eu le soutien qu'ils escomptent, ou alors si la porosité de ces frontières-là leur avait permis de réellement s'armer, aujourd'hui notre armée en partirait. Parce que je dis, le BIR a des galines, la police camerounaise a des FAL. Bon, imaginez que les gars tombent sur des FAMAS, ça va donner quoi? Ou alors sur des armes de même calibre. Et même, pourquoi pas sur des AK-47, qui sont certes dépassés, mais qui font très mal. Donc je pense quand même que ça a été fait. Ben bon, on peut mieux faire. Il faut déjà commencer quelque part. Okay. Parce qu'un voyage d'1 million de kilomètres commence bien par un pas. Ok. Kaminele, sur cette mesure du ministre Paul Atangati, lever pour 8 régions et maintenir la suspension dans les 2 en conflit. Mais il faut commencer par dire que le ministre Paul Atangati a pris le taureau par les cornes dès qu'il est entré dans le gouvernement. Et ça, tout le monde l'a remarqué. Parce qu'en fait, la circulation et la vente des armes dans ce pays était un peu une sorte de foire d'empoigne depuis très très longtemps. Il est vrai qu'il y a une loi qui date de 2016, mais bien avant cela, vous savez très bien que les vendeurs d'armes, les armuriers ici, on ne savait pas. Les armuriers avaient poussé comme des champignons. On ne savait pas comment ces armes... Donc l'État a failli au départ. Oui, l'État a failli parce que moi je me souviens qu'à un moment donné, il y avait plein d'officines qui vendaient ce qu'on appelle des armes de 6e catégorie. C'est-à-dire que ces pistolets à grenaille avec les bombes lacrymogènes, les matraques électriques, bon, personne n'a jamais su où ils s'approvisionnaient. Et beaucoup de Camerounais qui achetaient ces armes de 6e catégorie, parce qu'un pistolet va le trop, par exemple, à tout l'air d'un pistolet automatique, d'un pistolet automatique ordinaire, oui, utilisé par la police. Alors, quand vous avez l'impression que c'est une véritable arme, mais c'est une arme à petit calibre et à grenaille. Or, beaucoup de gens les ont achetés. Et les gens, pendant qu'ils les achetaient chez ces armuriers, obtenaient une autorisation signée par l'armurier, alors qu'au Cameroun, l'autorisation de la détention d'une arme à feu est signée soit par le gouvernement, soit par le président de la République. Donc, et ça, c'est le premier des autres. Le deuxième des autres, c'est qu'il y avait des gens qui obtenaient des autorisations d'achat et d'armes, mais de calibre 12, c'est-à-dire que les fusils de chasse. Alors, il y a des personnes qui obtenaient une licence de calibre 12, mais seulement il allait voir l'armurier, il lui disait non, plutôt, moi j'ai une détention de port, achète plutôt un pistolet de marque Walter, de marque Beretta, de marque Luger. Alors le type avait un pistolet, une arme de poing, alors qu'il avait une autorisation d'une arme de chasse. Bon, ce qui faisait qu'il y avait une sorte de désordre, et il n'y avait pas une liste, un listing bien établi de personnes détenant les armes. Or, M. Paul Atangati, en arrivant, en trouvant cette situation insurrectionnelle dans le sud-ouest nord-ouest, a eu la lumineuse idée de d'abord arrêter un peu, fermer un peu ces officines qui vendent des armes, et maintenant pour voir clair, savoir qui vend des armes, quelles armes, qui détient des armes. Parce que là aussi, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui détenaient des armes, mais qui étaient inconnus par l'État. Mais le drame, c'est qu'il a seulement vu clair, je vais reprendre vos propos, oui. Seulement dans les 8 régions francophones. Oui, mais il a commencé, il a pris dans les 8 régions, non, la mesure était pour toutes les étendues territoriales. Oui, au départ. L'interdiction. Mais à la suite de la concertation d'hier, oui, on maintient les 2 régions. Il faut d'abord commencer par tenir compte que les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les armes circulent là-bas, mais quand vous regardez, le président Gostal dit tout à l'heure, c'est des fusils de fabrication artisanale. Parce que quand vous regardez les bilans qui sont souvent faits par les forces de l'ordre, vous voyez beaucoup de fusils de fabrication artisanale ou bien mais je m'empêche de dire que aussi, ça fait mal.
ça fait mal. Même si c'est artisanal. Non, ça tue. Mais je dis aussi qu'il y a des armes qui viennent du Nigeria, qui viennent. Le président Gossa parlait de la porosité des frontières. Il y a des armes qui viennent du Nigeria, il y a des armes qui viennent de Tchad. Il y a toutes ces armes qui sont venues de Libye, qui sont en circulation partout, dans tous les pays du Sahel, et que l'on vend sous le manteau. Sous le manteau. Et s'ils atteignent ces régions, ce sera grave. Alors, le problème, c'est la vérité est qu'en réalité, les armes utilisées par les bandes armées qui sont au Cameroun aujourd'hui ne sont pas les armes provenant des armeries en réalité. Mais le ministre Atanga a assez dit que en fermant déjà une armerie, on ferme une chose parce qu'il suffit que ces gars arrivent un jour et attaquent une armerie, ils prennent tout ce qu'il y a là-dedans, ça fait mal. Donc moi je pense que l'idée d'abord d'arrêter, de faire le ménage, de savoir qui vend quoi et comment, à qui et d'où viennent les armes, et à quoi c'était, quels sont les calibres, était d'abord quelque chose d'inédit. Aucun ministre de l'administration territoriale n'avait fait avant. Et peut-être la situation n'était pas la même aussi. Non, mais la situation n'était pas la même. Mais vous savez très bien que pour des besoins sécuritaires, il est quand même important de contrôler la vente et la circulation des armes. Si ce pays est resté assez stable pendant longtemps, c'est parce que justement il y avait une sorte de contrôle dans ce domaine-là. Donc lui, il l'a fait. Bon, maintenant, après quelques mois, les sous-préfets étaient vraiment à la bourre. On a vu les bureaux des sous-préfets et des adjoints préfectoraux assaillis par les vendeurs d'armes qui venaient montrer leur stock, montrer leurs papiers, démontrer leurs papiers. À la suite de la mesure de... Oui, il y a un travail. Il y a aussi un travail maintenant d'identification de toutes les personnes détenant des armes. C'est après quelques mois, donc, il dit, bon, ok, j'ai déjà un listing, vous pouvez avoir maintenant, vous êtes connu, vous êtes répertorié, et on sait ce que vous vendez, et voici les nouvelles conditions. Maintenant, vous pouvez recommencer à vendre, mais seulement pas dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Même comme les armes qui sont utilisées dans ces régions ne viennent pas des armureries. Ok. Faustin Jozo, la conséquence est là, beaucoup d'armes circulent, et le premier impact, on l'a vu depuis le 3, les élèves ne vont toujours pas à l'école. Oui. Ils sont menacés, il y en a qui ont été enlevés, remis en liberté par la suite. Vous savez, nous sommes arrivés à une phase de cette crise où il est très difficile de contrôler quoi que ce soit. Prendre des mesures d'interdiction de vente d'armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est quelque chose de saluable, entre guillemets, mais si vous regardez la quasi-totalité des armes qui circulent dans cette région, dans ces deux régions-là, aucune de ces armes ne provient des armeries et reconnue par le gouvernement. Ça veut dire tout simplement que les armes... Donc il ne fallait pas que le ministre prenne cette mesure. Le ministre, pour moi, il faudrait qu'on soit capable d'abord d'identifier la provenance des armes qui circulent dans ces deux régions avant de parler des mesures de vente d'armes dans ces régions-là. Puisque nous regardons tout ce que les forces de l'ordre de sécurité saisissent là-bas, toutes ces armes qui sont saisies au quotidien, ce ne sont pas des armes généralement vendues dans des armeries. Et alors, d'où proviennent les armes que les bandes armées utilisent là-bas? Alors, la première réponse est que les frontières ne sont pas véritablement sécurisées. On ne peut pas parler d'une guerre, d'une tentative de pacification d'un pays avec des bandes armées tout en sachant que les frontières ne sont pas sécurisées et que la corruption est une gangrène qui détruit davantage. Parce que même si les armes vendues dans les 8 autres régions, levées aujourd'hui, pouvaient servir pour cette crise-là, je vous assure que partir de Douala avec une arme pour Boya ne coûterait rien lorsque nous savons que la drogue circule, les produits généralement toxiques circulent, la contrebande, la contrefaçon. En fait, lorsque nous savons que tout ce qu'on a déjà eu à interdire dans ce pays parvient toujours à atteindre le territoire, nous voyons la consommation du cannabis, ça se retrouve même à l'intérieur des prisons, avec toute la chaîne de sécurité que nous avons allant de la barrière, des barrières de fouilles, ainsi de suite. Cela voudrait dire tout simplement que lorsque nous sommes rongés par la corruption, lorsque nous sommes rongés par la négligence des frontières, comme cela a été, vous savez, c'est après l'affaire Bakassi que nous avons compris qu'il fallait même s'intéresser à connaître jusqu'où va le territoire camerounais. On avait abandonné les frontières comme ça. Et alors, ce sont ces conséquences-là qui se répercutent maintenant. Les armes qui circulent aujourd'hui dans le nord, l'ouest et le sud-ouest du pays proviennent d'où?
Pour moi, c'est ça la question la plus importante. D'où proviennent ces armes? Si ce sont les armes de chasse, parce que toutes ces armes ne sont pas les armes de chasse, nous avons vu des kalachnikovs, des armes de grosse calibre qui déchiquettent des gens, qui détruisent fortement comme des armes que les militaires utilisent. D'où proviennent ces armes? Les régions du nord-est et du sud-ouest sont frontalières avec le Nigeria et avec la Guinée équatoriale par la mer. Est-ce que ces armes proviennent du Nigeria? Est-ce que ces armes proviennent de la Guinée équatoriale? Ça, ce sont des questions que nous ne pouvons répondre que si nous sommes capables de dire avec exactitude comment nos frontières sont sécurisées aujourd'hui. Bon, maintenant, l'interdiction des armes dans les 2 régions, certes, pour les 8 autres régions, il faudrait qu'on se rassure que les personnes qui portent des armes sont de bonne moralité, parce qu'il est arrivé parfois d'arrêter des bandits, de saisir des armes et de constater que ces armes appartiennent parfois à la police et aux personnes qu'on avait d'ailleurs identifiées auparavant. Ok, il y a le calendrier de la présidentielle, le 7 octobre, il y a la rentrée. Est-ce que la prolifération de ces armes menace véritablement le 7 octobre dans ces 2 régions? Je veux d'abord dire ceci, l'argument avancé selon lequel les frontières sont poreuses. Vous connaissez beaucoup de pays qui n'ont pas de frontières poreuses? Tous les pays ont des frontières poreuses, tous, même les États-Unis, tous les pays. On y a toujours le moyen de passer par des routes parallèles. Aucun pays n'a une frontière avec un mur, sauf peut-être même Israël avec son mur. Donc, quand on nous dit que la porosité des frontières, ce n'est pas pour moi une justification. Je dis que quand à l'analyse de ces armes, on comprend que le Cameroun est limitrophe avec le Nigeria. Il est limitrophe avec le Tchad. Et le Tchad, lui, il est limitrophe avec le Mali et de l'autre côté, les pays du Sahel. Les armes, après le démantèlement de la Libye, il y a eu tellement d'armes en circulation que ces armes se retrouvent un peu partout. Mais le professeur Ngosta dit tout à l'heure fort à propos, en disant que si ces gars avaient de véritables armes, vraiment l'armée camerounaise souffrirait. Parce que l'armement de ces bandes armées est un armement relativement sommaire. C'est des armes de chasse, c'est des armes traditionnelles et quelques armes... Ça cause beaucoup de morts. Non, mais écoutez, non, ne dites donc pas que c'est à cause de la prolifération des frontières ou à cause... Et regardez, nous sommes partenaires de la même frontière que la République centrafricaine, où il y a des bandes armées qui sévissent depuis plus de 5 ans. Avec le Tchad, qui lui-même... Lorsqu'on est en situation de difficulté, on ne doit pas prendre l'argument parce que nous aimons beaucoup nous identifier aux autres pays, surtout aux pays occidentaux. Nous ne sommes pas en Amérique, nous ne sommes pas en Occident où l'intérieur du pays est totalement contrôlé et par les forces de l'ordre et de sécurité. Nous sommes dans une situation très difficile. Ça veut dire que renverser la sécurité à la frontière doit faire partie des objectifs, pas parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a des frontières vraiment sécurisées, mais nous pouvons commencer, vu la situation. Pourquoi sont les autres qui doivent commencer avant? Je voulais donc répondre à votre question, Sergent Léotou, par rapport à la rentrée à l'élection. Effectivement, l'objectif fondamental de ces bandes armées était d'empêcher la rentrée des classes. Pour eux, il était important de marquer un grand coup en terrorisant davantage les populations, en amenant les gens à quitter les régions du sud-ouest et du nord-ouest pour entrer à l'intérieur du pays et faire de ces 2 régions une sorte de no man's land. Mais dans le communiqué du ministre Tiroma, on dit que l'école doit se poursuivre. Oui, mais c'est facile de le dire. C'est facile à dire. Quand on est à Yaoundé, quand on est à l'abri, il n'y a aucun coup de feu. On peut dire que l'école doit se poursuivre. Mais il faut d'abord être dans la peau de celui qui vit du côté de Tico, de Kumba, et tout ça. Et là, moi, je pense que quand vous dormez la nuit, vous ne savez pas quelles sont les bandes qui vont arriver chez vous. Décapiter tout le monde, tuer tout le monde et tuer vos enfants. Parce que les gens pensent d'abord à leurs enfants, ils pensent à leur famille. Et quand on leur dit, allez à l'école, et en plus, on ne peut pas donner un militaire à chaque famille, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'il y a un problème qui est réel. Le problème qui est réel, c'est l'intensification de la psychose qui est actuellement actionnée par ces bandes armées qui ne font ça, c'est le premier pic. Parce que leur deuxième pic, c'est de pousser cette intensification jusqu'à l'élection présidentielle. Faire que les gens ne votent pas, ne votent ni dans le sud-ouest, ni dans le nord-ouest. C'est leur préoccupation première. Heureusement, l'État ne baisse pas les bras. Heureusement, l'État prend des mesures pour envoyer des militaires pour assurer leur mission régalienne de préservation des populations. Mais ce n'est pas facile du tout. Et vous imaginez deux régions entières. Vous allez envoyer combien de militaires là-dedans?
pour faire face à des gens qui vivent en brousse, qui sortent, qui disparaissent, qui font la guérilla. Donc, ce n'est pas facile du tout. Leur premier objectif a été atteint. Vous avez vu, ce week-end de rentrée, il y a des instituteurs qui ont été tués, il y en a d'autres qui ont été kidnappés, des élèves qui ont été molestés et kidnappés. C'est leur objectif. Leur objectif, c'est de faire peur. Où logeait le ministre de l'Éducation de base. Absolument. Et même, regardez le ministre de l'Éducation de base qui s'est fait attaquer en pleine capitale de Bamenda, en pleine capitale du Nord-Ouest. Et ça, moi, je pense que là, il y a une sorte il y a une enquête qui doit être menée. On ne peut pas dire que... C'est tout comme quand le ministre de la Défense s'est rendu au sud-ouest et que son cortège a été attaqué à l'aller et au retour. Non, moi je pense qu'il y a une sorte de laxisme dans ce genre d'opération où les itinéraires doivent être particulièrement sécurisés. Moi, vous allez me dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments du biais à Bamenda autour de l'hôtel pour sécuriser le ministre. Non, moi je pense qu'il y a autre chose. Il faut un travail beaucoup plus appuyé des forces de l'ordre pour continuer, pour maintenir justement le contre-pied de ces bandes armées. Mais leur objectif, je l'ai dit, a été atteint, faire peur aux gens pour la rentrée. Le deuxième objectif, ils vont le poursuivre jusqu'à l'élection, c'est ça. Ok. Voilà, Jean Mangos, dites-moi, cette escalade de violence enregistrée le week-end dernier, pour vous, c'était un signe pour montrer qu'ils existent véritablement? Ben écoutez, je dis aujourd'hui, quand on observe la gestion de cette crise, des fois on a envie de s'interroger. Parce que je dis, qu'on mette en place une commission, je pense que peut-être c'est fait de manière tacite, pour comprendre le modus operandi dans ces contrées, dans ces deux régions. Parce qu'aujourd'hui, il est à noter que la guerre dans ces régions est purement asymétrique. Alors quand on parle d'asymétrie, vous ne connaissez pas qui est la menace. Vous ne définissez pas l'adversaire. Ça veut dire que la maman même chez qui vous allez vous reposer, le temps de votre sommeil peut vous loger une balle dans la tempe. Et maintenant, je continue à dire, il est important de se dire, si on cherche la paix, on doit aller loin, on doit faire preuve d'audace. Quand je parle d'audace, on peut par exemple mettre à contribution les collectivités locales, on peut mettre à contribution les auxiliaires d'administration en exploitant le domaine dans lequel j'évolue le plus, les NTIC. Comment comprendre qu'on soit dans ce genre de menaces et qu'on n'ait pas fait appel à l'intelligence artificielle? Au lieu de fermer les armureries, par exemple, imaginez qu'avec les maires locaux, c'est pour ça que je parlais d'élus, de collectivités locales, qu'on décide d'installer des caméras de surveillance dans tous les artères de ces régions. Qu'on décide que voilà, les chefs, les auxiliaires d'administration, les chefs de quartier, les chefs de village, aient à leur disposition une sorte d'ordinateur où ils constituent le database de leur population. Mais ils sont enlevés tout le temps, là. Qui collaborent. Ils sont enlevés. Pourquoi? À votre avis? Mais on les accuse de collaborer. On les accuse de collaborer. De l'autre côté, ils ne sont pas protégés. Alors, je pense donc que s'ils sont protégés et qu'on les mette à contribution, ils ont quand même des notables, ils ont une cour qui peut, avec eux, leur permettre d'avoir le database de leur population. Imaginez dans un village, le chef de village, le chef de quartier, sait qui sont ses habitants. Si chaque chef de bloc produit le nombre d'habitants de son quartier, on peut avoir le suivi. Quand il y a un nouvel arrivant qui est là, on sait qu'il est là. Par exemple, moi, dans mon projet de société, dans notre projet de société, nous avons dit très clairement, le jour où nous arrivons aux affaires, quand vous partez de Yaoundé pour vous installer, par exemple, à Douala, vous devez vous faire enregistrer auprès du chef de quartier. Le chef de quartier à l'ancienne époque, là. Non, loin de là. Loin de là. Monsieur Serge Alain Autou. Monsieur Serge Alain Autou. Nous ramenez en arrière, là. Permettez-moi, monsieur Serge Alain Autou. Nietzsche disait tout va, tout revient, éternellement roule la roue de l'être. S'il faut retourner à l'ancienne époque pour préserver la vie de nos compatriotes, pour avoir une nation paisible, je pense qu'il faille le faire. Je dis, quand un Camerounais tombe, c'est un drame. Quand plusieurs tombent, c'est une catastrophe. Vous parliez tout à l'heure de l'opportunité de la présidentielle. Dans ce genre de contexte, ben nous nous apprêtons à envoyer une lettre ouverte à l'actuel chef de l'État pour demander la prorogation de cette présidentielle. On a prorogé les législatives, on a prorogé les municipales. Pourquoi ne pas proroger les présidentielles dans le contexte actuel? Si vous êtes 10 enfants et que 2 sont au coma, vous allez quand même à une élection. Les 8 autres, vous passez un message aux autres, vous leur dites, écoutez, la famille peut exister sans vous. Monsieur Serge Alain Autou, si les régions du littoral et du centre, je touche du bois, étaient celles qui étaient touchées aujourd'hui, comme le centre, ces deux régions nord-ouest et sud-ouest, est-ce qu'on aurait organisé des élections?
Je cherche la réponse à cette question. Si vous répondez par l'affirmative, je dis donc, tous les Camerounais se valent. Nous devons arrêter de faire, dans notre société, des Camerounais de première zone et des Camerounais de seconde zone. Alors, je dis, dire c'est le retour à l'ancienne époque parce qu'on décide d'enregistrer les habitants de son quartier, parce qu'on décide de mettre à contribution l'intelligence artificielle. Monsieur Serge Alain Outou, même les États-Unis ont un ordinateur central où chaque Américain a un fichier. Regardez la Chine, elle est gérée par 8 personnes, pays continent. C'est 8 personnes qui gèrent la Chine. Mais en Chine, vous pouvez vous tresser la tête avec les billets de 100 $. Personne ne vous touche parce qu'il y a toujours une caméra qui regarde. Un jour, si vous me permettez de chuter par là, je me trouve à une station de métro à Shenzhen. On a un sac qui est tombé, il était ouvert, entrouvert, on avait des têtes de 100 $. Il y avait un iPhone qui sonnait à tous les coups. Et puis je vois le sac, je vais me verser pour le ramasser. Mes partenaires m'ont dit, don't touch that, don't touch it, Mr. President, don't touch it. Je dis, let me pick it. Il dit, non. Alors l'interprète qui était avec moi, mon collaborateur, me dit, président, si vous prenez ça, vous êtes mort en prison. Vous mourrez de prison ici en Chine. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il me dit, personne ne va toucher à ça. Je m'assois parce que je suis curieux. Tous les Chinois qui venaient, qui approchaient le sac, quand ils entendaient la sonnerie, ils déviaient. On a fait ça pendant 2 heures de temps, le sac est couché, personne ne le frôle. Jusqu'à ce qu'un policier arrive avec une motard, il s'est baissé là pour le sac. J'ai dit, mais j'aurais pu le prendre, on me dit, si tu le prends, voilà ce qui va se passer. Quand tu rentres avec le sac chez toi, celui qui l'a perdu va déclarer à la police, j'ai perdu mon sac, c'était dans quelle zone? Zone Bonaparte, à quel niveau? Ruelle numéro 10. On zoome toutes les caméras dans cette zone-là. Allez, à quelle heure vous étiez là? On lance les caméras, on fait le feedback, on voit comment son sac est tombé, on attend, on voit comment un noir vient ramasser, on va zoomer sur l'image, on lance la reconnaissance faciale, on interroge le database de l'immigration, et dès que vous entrez chez nous, vous devez avoir une adresse. Avant que minuit ne sonne, vous serez entouré et on va vous faire la peau. On va vous demander pourquoi vous avez ramassé le sac, vous ne l'avez pas déposé à la police. Vous allez en tôle. Et en prison, en Chine, quand vous allez en prison, il y a de fortes chances que vous n'en ressortez pas. Parce que le contribuable chinois n'a pas à vous nourrir. Alors je pense donc qu'en observant les autres, en observant ce qui marche bien sur les autres, on peut capitaliser ça chez nous, dès lors où ça peut sauver une vie, fût-elle la plus petite. Ok. Poting, vous voulez... Oui, le président a soulevé un point très important de la gouvernance que les gens ne pensent pas tenir en compte, la restauration de l'autorité traditionnelle comme gage du contrôle du territoire. Les gens, nous sommes certainement des colonies ou des néocolonies, et il y a un ensemble en fait de valeurs que nous avons abandonnées. Vous voyez, la situation du nord-ouest et du sud-ouest devient aussi très incontrôlable parce que l'autorité traditionnelle a été détruite. C'est très dangereux. Vous allez comprendre que après les années 1960 jusqu'à 1972, lorsque, après les indépendances, il fallait pacifier le pays, l'autorité traditionnelle a joué un très grand rôle. Vous pensez que demander à un chef traditionnel d'avoir les fichiers des habitants qui habitent dans sa zone, c'est retourner aux années 50? Non, ce n'est pas retourner aux années 50. C'est même la meilleure façon de faire le recensement. Si nous savons qu'il y a 15 000 chefs traditionnels, qu'on demande à chacun d'apporter un fichier, on aura les chiffres exacts de notre nation en moins de 10 jours. Pourquoi vous pensez qu'on doit toujours copier ce que les autres ont déjà fait? Les autres ne procèdent pas de cette manière-là parce qu'il y a un fichier d'état civil qui existe et qu'à base de ça, on peut recenser la population. Voilà une crise où on ne connaît plus qui est qui. On ne sait pas qui entre où, qui peut faire quoi. Nous avons connu dans ce pays des gens qui avaient 2 cartes nationales d'identité, 3 cartes électorales. L'ensemble de ces négligences, de ces manigances que nous avons fait dans le passé, peut-être à prétention politique, revient aujourd'hui retomber sur nous. Et la pacification du pays devient une mission très difficile. Maintenant, pour revenir sur le retour des enfants à l'école, ça fait mal de savoir qu'à Douala, à Bamenju, à Yokadouma, à Ayos, chaque parent doit accompagner son enfant à l'école le matin et que dans 2 régions de notre pays, les gens vivent dans la peur. Et ça fait mal de le savoir. Mais comment en est-on arrivé là et quelle est la solution? Au même moment que l'école n'est pas en train d'être effective dans ces 2 régions, on organise les élections. On se pose alors la question de savoir quelles sont nos priorités. Le ministre déclare que les enfants, en fait, l'école doit reprendre. Nous aimons ça. Ça nous satisfait. L'école doit se poursuivre. Mais nous avons vu hier les photos des établissements scolaires où il n'y avait personne.
Et même les quelques rares établissements où les gens sont venus, nous avons vu des exactions. Des gens qui sont tués, qui sont égorgés, juste parce qu'ils sont allés à l'école. Mais au début de la crise, alors pour revenir, pour que les gens comprennent comment nous en sommes arrivés là. Non, M. Footing, pour résoudre le problème, Ok, pour résoudre le problème, on ne peut pas aller à l'école lorsque la région vit dans la peur. Moi, si je suis dans cette région-là et que je sens que l'enfant du voisin a été égorgé parce qu'il allait à l'école, moi, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas envoyer le mien. Alors, nous devons nous engager dans une voie, c'est celui que plusieurs personnes prennent depuis. Un dialogue. Résoudre le problème par le dialogue, parce que c'est là où on va finir par chuter. C'est là où ça dit qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on peut emprunter tous les chemins, tous les moyens, mais on finit par comprendre qu'il faut revenir sur la table de la discussion. C'est là où on aurait dû commencer. On a des morts, on a des déplacés, on a des bâtiments, des biens qu'on va écraser, qu'on va brûler, qu'on va détruire. Mais la solution, c'est qu'on finira par s'asseoir et dialoguer, parce que la guerre devient asymétrique. Elle devient une guérilla. La première difficulté, c'est que gagner une guérilla, même les indépendances du Cameroun, nous les avons obtenues parce que le maquis pratiquait la guérilla. Il était difficile pour le colon de savoir de quel côté on devrait sortir, de quel côté on devrait attaquer. Et puis, dans la difficulté, on a décidé d'octroyer l'indépendance au pays. Alors, lorsque nous avons un problème comme le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on ne fait pas l'orgueil. On discute parce que c'est l'intégrité de notre pays qui en dépend, c'est le Cameroun qui est en jeu. Pour ceux, on ne doit pas être orgueilleux, on doit être humble. Certes, il y a l'orgueil de l'État, mais le dialogue reste la seule et l'unique solution, même après 10 ans de guerre. Non, on va un peu diluer ça. Hein. Dans le communiqué de Issa Chiroma Bakary hier, il dit ceci: le gouvernement interpelle la classe politique nationale, les leaders d'opinion de tous bords, la société civile ainsi que les autorités religieuses et traditionnelles pour une condamnation sans détour et un engagement clair et ferme contre l'idéologie sécessionniste et le recours à la violence aveugle dirigée sur les populations innocentes et les forces de défense et de sécurité. Je crois que là, le gouvernement... La classe politique aussi a envie de renchérir. Permettez-moi, la classe politique aussi répond à M. Issa Chiroma: faites tout pour aller à la table du dialogue. Et laissez les mots. Condamner la violence, la sécession n'aura jamais lieu. Ça, c'est une certitude. Mais on va perdre les hommes, on va perdre les biens. Qu'est-ce qui donne cette certitude? La certitude, c'est que si la sécession devrait avoir lieu, c'est que ce n'est plus aujourd'hui qu'on en parle. Le Cameroun est tellement soudé que vous ne pouvez pas le diviser. Cependant, la violence, si nous ne faisons pas attention, peut perdurer. Tout le monde peut condamner, mais nous allons condamner à Douala et à Yaoundé en langue française, alors que ceux qui font des exactions parlent le pidgin. Ça devient compliqué. Ok, mais rapidement... Oui, je voulais dire deux ou trois petites choses, mais je voulais d'abord, je ne peux pas laisser passer ce que vient de dire M. Footing, qui dit que le Cameroun a gagné l'indépendance parce qu'il y a eu la guérilla qui a été gagnée. Vous pensez que c'est la guérilla qui a fait obtenir l'indépendance au Cameroun? Non, il ne faut pas laisser véhiculer ce genre de message. La guérilla, il y a eu une guérilla, il y a eu le maquis dans la Sénégal maritime, il y a eu le maquis dans la région du Hong-Kam, mais je veux vous dire que ce n'est pas parce qu'il y avait ces maquis-là que l'indépendance a été obtenue, parce que l'indépendance était déjà acquise. Donc ne passez pas ce genre de message-là. Non, c'est un message contre-productif sur l'histoire du Cameroun. Bon, maintenant, je continue. Vous avez toujours tendance, vous avez toujours tendance à parler de dialogue. Vous allez dialoguer de quoi? Avec quelqu'un qui dit que ça c'est notre pays, vous êtes la République unie du Cameroun. La République du Cameroun, nous, c'est l'Ambazonie. Et nous, c'est notre pays, partie de notre pays. Vous allez dialoguer quoi? Parce que vous allez vous partager quoi? Quand on entame un dialogue, c'est parce qu'on veut peut-être arriver à une concession. On veut arriver à un partage, à un échange de points de vue. Mais moi, je pense que ce qui se passe là aujourd'hui, avec des gens qui ont décidé de chasser des Camerounais d'une partie du Cameroun pour en faire leur propre pays, le dialogue sera difficile. C'est pour cela que, quand, en réponse à ce qui se passe, le chef de l'État a créé une commission du bilinguisme et du multiculturalisme.
multiculturalisme, je me disais que ça, c'est pas une réponse aux armes à feu, c'est pas une réponse aux gens qui meurent tous les jours. Donc, le problème de la sécession aujourd'hui, aucun pays ne peut accepter la sécession. Le Cameroun lui-même n'est pas prêt à accepter la sécession. Même des populations du sud-ouest qui sont déposées aujourd'hui n'accepteront pas la sécession. Mais il y a des gens qui sont le pays, font tout simplement du grand banditisme. Vous avez entendu hier, je crois, la nouvelle expression, quelqu'un qui a été enlevé, il dit qu'il a été enlevé, il a fait 2 ou 3 jours, il a payé une rançon. Mais non, on arrête les gens, on les kidnappe et ils payent de l'argent. C'est encore la lutte pour l'idéologie de la sécession. Toute cette affaire devient très très complexe. Et je pense que l'État, dans ce qui arrive aujourd'hui, a le devoir et essaie d'assumer son devoir de la sécurisation des personnes et des biens. Et c'est pour ça que le président Issa Chiroma, et là, moi, je suis très d'accord avec lui. Le ministre Issa Chiroma. Je dis le ministre Issa Chiroma, mais il est le président de son parti. Moi, je ne suis pas toujours très d'accord avec lui, mais quand il pose la question aux ONG de droits de l'homme, de protection des droits de l'homme, à toutes ces organisations internationales qui sont toujours en train de criailler, de dire que l'armée camerounaise fait ça, mais il leur demande une question pertinente. Voilà les instituteurs qu'on est en train de tuer, les élèves qu'on est en train de kidnapper, les écoles qu'on est en train de brûler. Vous dites quoi? Vous allez dire qu'on refuse de vous laisser entrer pour venir enquêter? Moi, je pense que l'appel du ministre Issa Chiroma, l'appel du ministre Issa Chiroma, c'est un appel qui est pertinent. Okay. Et maintenant, l'autre dernière interpellation, c'est les hommes politiques qui sont tous en pleine campagne électorale. C'est combien combien se prononcent effectivement sur cette liste, sur cette sécession? Parce que ceux qui ont le courage d'en parler, ils parlent de dialogue. Mais ils ne veulent pas aller jusqu'au fond. Ils ne veulent pas regarder le problème droit au fond des yeux. Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui sont engagés dans leur campagne devraient parler de manière un peu plus concrète, de manière un peu plus... Octobre, les raisons de s'inquiéter par rapport à la tenue effective du scrutin dans ces 2 régions? Oui, au-delà de la tenue du scrutin dans ces 2 régions, je voudrais quand même préciser que nous sommes à une période de rentrée scolaire. Oui. Et puis, elle est plombée dans cette zone-là justement par les exactions qui s'y passent. Je voudrais quand même qu'on soit d'accord sur le fait que les luttes de sécession ne sont pas une exclusivité au Cameroun. Mais seulement c'est la gérance de ces luttes de sécession qui pose tout le problème dans le contexte camerounais. Pour en venir au fait, je vais par exemple revenir sur la menace qu'a connue Madame le ministre Lyonga de ce côté-là. Pour dire que, en plus de cela, il y avait auparavant, avant la période de l'éducation de base, également, vous vous souvenez du convoi du ministre de la Défense qui avait été attaqué. Pour dire que c'est une affaire sérieuse. Maintenant, les uns et les autres, nous évoquons le dialogue. Oui, le dialogue doit primer d'entrée de jeu et même de manière prioritaire. Seulement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous parlons de dialogue seulement s'il faut recenser l'histoire. Nous avons des compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont incarcérés à l'heure où nous parlons et qui estiment, ou du moins ceux qui réclament, qu'ils sont incarcérés pour rien, sont, entre autres, en marge de ceux qui prônent pour la sécession, estiment que ceux-là sont détenus pour rien. Nous, du côté du Parti unitaire, nous pensons que ça pose problème, premièrement. Maintenant, il faut se dire également que, en ce qui concerne l'éducation, nous parlons quand même de la formation des Camerounais de demain. Si le dialogue... Pour les empêcher d'aller à l'école. Voilà. Si la sortie du ministre Chiroma, il dit de belles choses à chaque fois. Seulement, quelqu'un disait encore tout à l'heure, l'action vaut mieux que les paroles. Il est important de sortir des grandes annonces par lesquelles brille le gouvernement qui nous dirige depuis très longtemps et plutôt privilégier l'action. C'est pourquoi... Vous pouvez redire sur la sortie du ministre Chiroma? À redire de manière formelle, non. Parce que, littéralement, il fait toujours de belles sorties. N'eût été celle où il s'est contredit, il a fait une sortie, après il s'est contredit. Mais dans l'ensemble, sur le plan littéral, il fait de belles sorties, mais sauf que après, il n'y a pas... l'implémentation, en fait, n'y est pas.
on ne va pas revenir ici sur l'historique de ce qui est aujourd'hui une guerre de sécession dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, qui au départ étaient des réclamations purement corporatistes et qui ont tourné au vinaigre. À gauche, à droite, dans le gouvernement, on estime qu'il y avait un agenda caché. Estimons même qu'ils ont raison. Mais est-ce que l'agenda caché empêchait qu'ils prennent les dispositions qu'ils devaient prendre? Nous parlons aujourd'hui de dialogue, mais je voudrais dire que les premiers à évoquer le dialogue sont quand même nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, mais qui ont été battus, qui ont été traînés dans la boue. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Boya? Donc, moi, je pense que pour aller droit vers les solutions, le candidat du Parti Univers, M. Cabral Libye, propose de résoudre cette question, en plus du dialogue, surtout des réformes institutionnelles et constitutionnelles, avec un recadrage étatique qui va justement mettre à l'ordre du jour et de manière effective la régionalisation, qui est une décentralisation un peu plus élaborée. Ok. Jean Mangos, dites-moi, on compare un peu la situation du Cameroun actuellement avec ce qui se passe au Mali, s'est passé au Mali. Parce que le Nord Mali, depuis un certain nombre d'années, il y a des djihadistes au niveau du Nord qui, on va le dire comme ça, mènent la vie dure aux forces loyalistes. Mais l'élection présidentielle, c'est quand même tenu au Mali. Est-ce que c'est ce cas de figure, vers ce cas de figure qu'on s'achemine au Cameroun? Monsieur Sergent Autou, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, primo, comparaison de paraison. Oui. Secondo, une hirondelle ne fait pas le printemps. Juste pour faire un léger rétropédalage, vous avez ici un journal Opopoli, daté, vous pouvez voir, hein, du 20 avril 2007. Ok. Vous avez là Jean-Marc Ngos, écrit à Paul Biya, nous étions en 2007. Dans ce journal, je disais ce qui suit. Excellence, en ce moment, l'unification de notre pays est redevenue chancelante. Il vous appartient d'agir à travers des actions constructives. Entre autres, construire une université à Bamenda, un hôpital général, indemniser les victimes, les rescapés de la catastrophe du Lagnos, rendre opérationnel le port naturel de Limbe et en faire un port commercial, au même titre le port de Douala et de Kribi. Et en même temps, le port autonome de rendre aussi compétitif le port naturel de Tico et en faire un port à bois, à fruits et à d'autres produits agricoles. Bitumer à nouveau l'axe Koumamanfé, bref, mener de vrais et gros investissements dans cette partie du pays. Je suis convaincu que par ces réalisations, vous sauverez l'unité nationale si chèrement acquise, si durement obtenue. Prenant en compte l'apport des femmes et leur taux élevé dans notre pays, daignez nommer une femme Premier ministre et l'histoire le retiendra. J'étais allé plus loin en disant, Excellence, avant d'achever cette correspondance, permettez-moi de vous adresser, au nom du peuple camerounais tout entier, cette doléance qui pourrait être un acte de décrispation politique à l'endroit du peuple et de cet homme qui vous a remis ce pays que vous continuez à gérer aujourd'hui. En effet, Excellence, Monsieur le Président, grande serait notre joie si vous faites table rase du passé, à tort ou à raison, en acceptant de faire rapatrier au Cameroun la dépouille du fait président Amadou Ahidjo, même si la loi du talion l'aurait... Oui, on ne va pas tout lire, on va pas lire toute la lettre, Jean-Marc. Non, mais je vous prenais juste pour vous dire, monsieur Serge-Alain Autou, 2007, nous étions il y a 11 ans. Oui. Je tirais la sonnette d'alarme quant à ce qui devait arriver aujourd'hui. Et s'il vous plaît, cette lettre ouverte programme a insufflé la rédaction du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. J'ai ici sur ma table le projet de société qui est celui du PEA 48 que nous portons depuis, vous pouvez voir hein, rapidement. Mais vous n'êtes pas présenté à la présidentielle. Hein. Écoutez, monsieur Serge, vous avez Galilée a eu tort d'avoir eu raison trop tôt, oui. et le monde a eu tort d'avoir donné raison trop tard. Il faut tout faire à point nommé. Oui. Cette élection, pour nous, c'est une mascarade. On n'entend pas légitimer les postures. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas aller jouer un match où l'arbitre le touche. L'arbitre central, le commissaire du match, les ramasseurs de balles, les spectateurs sont tous de la même famille, vous portez le maillot. De quelle élection parlons-nous? C'est une mascarade. Ils vont légitimer l'imposture du régime actuel pour avoir le coup de franche et continuer dans cette logique de gouvernance de la surdité. Moi, ce que je veux dire pour répondre à votre question... Oui, réponse à ma question. Monsieur Serge-Alain Autou, vous savez, en politique, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Quand on regarde ce qui est arrivé aujourd'hui avec le Mali, avec, autant pour moi, la Libye,
La Libye était un pays à revenu intermédiaire. Aujourd'hui, elle frôle le cap, elle n'existe plus, elle est au niveau de la Somalie. À côté de la Libye, vous avez quand même le Rwanda, qui il y a 20 ans a connu le pire génocide, un des pires génocides que l'humanité n'ait connu. Aujourd'hui, ils ont un taux de croissance qui font les 2 chiffres. C'est donc dire que voilà, tout ce qui se passe... va contester hein, l'exemple que vous prenez avec le Rwanda. Écoutez, M. Serge-Alain Otto, Victor Hugo disait, la vérité est comme le soleil, elle fait tout voir, elle ne se laisse pas regarder. Quand c'est vrai, quand c'est bon, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, ce qui se passe dans la région anglophone, nous avons préconisé 15 mesures pour une sortie de crise, parce qu'il était important de comprendre que cette crise anglophone aujourd'hui n'est plus, si vous voulez, une crise professionnelle, une crise sociale, elle n'est pas corporatiste, c'est une crise institutionnelle et constitutionnelle. À partir de ce moment, si vous voulez la résoudre, vous devez lui apporter des réponses conséquentes. Je vais démentir notre cher aîné, M. Camille Lélé, tout à l'heure, quand il disait, il parlait, je crois, de... j'ai un flop, il répondait à une préoccupation de M. Fotsi. Oui, sur le contrôle, le retour... C'était pas le maquis, c'était face à la crise anglophone. Il lui a répondu tout à l'heure, j'ai un flop, ben, je crois que peut-être ça va revenir. Simplement, je voulais dire que quand on arrive là où on arrive aujourd'hui, si on veut résoudre cette crise, si vous apportez des réponses conséquentes, à savoir, voilà, merci. Je voulais lui préciser qu'aujourd'hui, les régions anglophones, même les sécessionnistes, je ne suis pas leur porte-parole, pour avoir été sur le théâtre des opérations, c'était le 6 octobre, l'an de grâce 2017, il y a 1 an, j'ai discuté avec les populations, j'ai touché du doigt. Elles m'ont dit très clairement, nous ne sommes pas pro-sécessionnistes, nous ne sommes pas sécessionnistes. Même aujourd'hui, la majeure partie de ces gens, quand vous discutez avec eux en off, ils vous disent, on a levé la barre. Parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est le fédéralisme. Monsieur Serge-Alain Otto revoit la forme de l'État demain matin, donner le fédéralisme au Cameroun, et cette guerre est terminée. Et je vais vous dire, je tiens à préciser ici, si vous me permettez, via votre antenne, à dire à nos compatriotes. Le fédéralisme n'est nullement la division. Le fédéralisme n'est pas le refus de vivre ensemble. Les États-Unis sont fédéralistes. Vous pouvez parler en américain des États-Unis. La Suisse est fédérale. Le Canada l'est. Je pense donc, l'Allemagne est fédérale. Je pense que nous pouvons appliquer le fédéralisme au Cameroun. Pourquoi je parle du fédéralisme? On a vu dernièrement ici l'épisode avec les chefs du canton Douala. Il y a eu une incompréhension où certains ont dit, bon, ils ont demandé qu'on ait construit la statue de Oumyobé chez lui. À partir de là, vous comprenez donc que dans le fédéralisme, il y a l'émulation. Chaque région valorise ses héros. Chaque région met en place des mécanismes de développement. Et là, ça crée l'émulation parce que quand la région du Nord-Ouest va acheter un TGV, un train à grande vitesse, la région du Centre aura envie de copier. Et là, ça vient régler le problème du tribalisme parce que quand un Bamleke, je prends un exemple comme ça, va dire à un Letton, vous êtes l'Inquois. Letton va lui dire, regarde comment Yaoundé est construit. Et si le chien de Bamleke n'est pas construit, vous n'avez plus envie d'insulter juste pour insulter. Okay. Donc dans le fédéralisme, il y a l'émulation et le fédéralisme nous sort de cet état jacobin-là qui est sous le diktat de puissances étrangères. Okay, parce que chaque contrée vote à sa tête des dirigeants qui cadrent avec ses aspirations. Merci Jean-Marc Gross. Bonsoir Cédric Noufré. Bonsoir Sajala. Bonsoir à vos invités. Voilà le journal de 20h, c'est dans un instant. 2 ou 3 escales qui feront ce grand rendez-vous, l'info. Ce soir, nous évoquerons l'échec des campagnes de prévention routière au regard des accidents mortels qui se multiplient sur la route nationale numéro 3. Cet après-midi, un grave accident s'y est encore produit. Environ 7 personnes ont été tuées dans une collision entre un minibus et un camion semi-remorque. Nous en parlerons au cours du journal de 20h. Il y a déjà une paume de discorde entre les acteurs de la vie politique nationale et ELECAM au sujet de l'organisation d'une élection présidentielle transparente et crédible le 7 octobre 2018. Certains représentants des candidats à l'élection présidentielle ont claqué la porte d'une réunion de concertation entre ELECAM et les acteurs politiques. Cette réunion qui se tient du côté de Yaoundé, vous suivrez dans ce journal les raisons pour lesquelles il y a déjà ces points de discorde entre ELECAM et les acteurs politiques. Nous évoquerons également les nouvelles dans la tanière des Lions indomptables qui sont déjà aux Comores pour préparer ce match
important dans le cadre des qualificatifs et des compétitions africaines et internationales. Comment les Lions Indomptables se comportent-ils avec ce nouveau staff dirigeant? Élément de réponse à 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h que va vous présenter. Dans un instant, Cédric Noufélé, il va développer pour vous toute la rédaction centrale Equinox Télévision s'est mobilisée, comme tous les jours, pour vous servir un 20h de qualité. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie des experts. Et le premier à prendre la parole dans le débrief, c'est Kaminele. Est-ce que vous comprenez l'optimisme du ministre Paula Tangandji après avoir fait le tour de ces institutions chargées d'imprimer le matériel qui va servir le 7 octobre? Cédric Noufélé l'a appelé tout à l'heure le ministre des élections. Oui. Effectivement, c'est son rôle Oui. d'apprêter l'élection, de permettre que l'élection se déroule. Vous avez en mémoire ce qui s'est passé en 2002? C'est ce que je voulais éviter. Oui. Je voulais évoquer effectivement le ministre Kungwidima Ferdinand, qui n'a pas pu apprêter le matériel électoral qui a sauté justement parce que le processus électoral et toute la logistique n'avaient pas pu... Le président ne s'amuse pas avec ça? Non, il ne blague pas avec son élection, surtout la présidentielle. Mais je veux dire que pour Tangandji, vous l'avez qualifié tout à l'heure d'infatigable, effectivement, on l'a vu, là tout de suite. Sur plusieurs fronts, depuis qu'il est là au mois de mars. Ben oui. Ben, il faut bien que... Il est dans son rôle. Il est dans son rôle, en allant vérifier que le matériel électoral est fin prêt, en veillant à ce que... Vous parlez des munitions hier, des armes et munitions. Hier, c'était les armes et les munitions. Aujourd'hui, c'est la logistique électorale. Et puis bon, moi, j'ai été agréablement surpris de constater que l'imprimerie nationale fonctionne déjà, parce que c'est une imprimerie qui était complètement à l'agonie depuis très très longtemps. Non, peut-être qu'on a résolu les petits problèmes qu'il y avait là-bas. On a acheté, non, mais j'ai vu des machines neuves. Ça veut dire on a mis des moyens pour que l'imprimerie nationale se remette au travail. Mais la SOPECAM, elle, a reçu du matériel super de très très bonne qualité il n'y a pas très longtemps, ce qui fait qu'il est en train de regarder, parce qu'il est responsable. Il sera responsable si la logistique électorale n'est pas prête à temps. Donc, vous le voyez, il est dans son rôle et il ne boude pas son plaisir, constatant que tout marche pour le mieux, aussi bien pour les armes, aussi bien pour l'élection, aussi bien pour le matériel. Il ne boude pas son plaisir. Ok. Fabrice Toli, je reste avec vous. Vous avez vu, ça vous rassure? Vous êtes fin prêt? Pour ajouter quelque chose, je vais simplement dire que le ministre, comme monsieur disait tout à l'heure, dans son rôle, celui de se rassurer. Ça vous rassure quand même en tant que candidat, vous qui êtes, je parle du parti Univers, vous représentez sur ce plateau Cabral-Libye? Oui, il faudrait que ce genre d'action pousse autant les acteurs candidats que les acteurs électeurs à être rassurés. Parce qu'il serait quand même désobligeant ou alors il serait maladroit que le jour du scrutin, qu'un électeur entre dans un bureau de vote, quel qu'il soit à l'ensemble, ou qu'il soit sur l'ensemble du territoire national, et qu'il manque un bulletin du candidat justement qu'il voudrait voter. Donc je pense que le ministre Tangandji, autant que peut se faire, a l'obligation de s'assurer que tout soit fait le jour dit. Ok. C'est Footing, c'est bien parti là pour le 7 octobre? Puisqu'on a décidé d'aller aux élections malgré la situation dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, le ministre Tangandji, comme tout le monde le dit, il est dans son rôle. Il doit garantir les électeurs et les acteurs que l'élection aura bel et bien lieu.
et que dans les bureaux de vote, on aura les bulletins de tous les candidats. Maintenant, nous sommes au Cameroun. On espère bien que les choses iront et que les erreurs jadis connues ne viendront pas entacher les élections à venir. Ok. Jean Mangos, vous avez vu, comme tout le monde, le processus est bien lancé. Hein, c'est clair, tout le monde, les 9 candidats, chacun ses bulletins déjà prêts. Mais vous parlez de quoi? Pourquoi vous parlez de mascarade? Déjà, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit, non? Déjà, M. Serge Alain Auto, permettez-moi d'être une fois de plus anticonformiste, parce que nous sommes dans le débrief du journal. Oui. Je vous prierai que nous observions, on se mette debout pour observer une minute de silence pour nos compatriotes qui tombent. Parce qu'on veut cette République solidaire, cette République de compassion, cette République d'amour. C'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui. Donc je préfère déjà rendre hommage à ces compatriotes tombés sur nos axes aujourd'hui, et même nos forces de défense qui tombent dans les régions anglophones. Avec votre permission, je souhaiterais que nous observions une minute de silence. Après, je réponds à votre question. Merci. On peut rester assis. Oui, moi, merci, Jean-Marc Gosse. Merci. Ok, laissez-moi observer ma minute de silence, avec votre permission. Ok, merci. Vous savez, M. Serge Alain Auto, comme j'aime à le dire, quand un Camerounais tombe, c'est un drame. Quand plusieurs tombent, c'est une catastrophe. Un jour, on est venu arrêter ses voisins. Il a dit, on peut les emporter, c'est des mâles, je suis une femelle. On les a amenés. On est venu arrêter les chrétiens. Il a dit, on peut les amener. Moi, je ne suis pas chrétien, on les a amenés. On est venu arrêter les enfants. Il a dit, on peut les amener, je ne suis pas enfant. On est venu arrêter les travailleurs. Il a dit, on peut les amener. Ils sont des travailleurs, moi, je suis un chômeur. Et quand on est venu l'arrêter, il n'y avait personne. Il était seul. J'estime que chaque fois qu'on prend sur soi de sauver les autres, on se sauve soi-même. Hugo disait l'autre, c'est nous. Quand je parle de moi, je parle de vous. Donc chaque fois un de nos compatriotes est en danger, est en difficulté, je pense que la nation doit pouvoir se mobiliser autour de lui. Maintenant, pour répondre à votre question, s'agissant de la question électorale, déjà j'ai observé tout à l'heure que le ministre a fait mention du fait qu'on a 8 500 000 enveloppes qui ont été confectionnées en un mois, à moins que je me sois trompé. Je crois qu'on a écouté la même info. Seulement, je vais trahir ici un secret de polichinelle, qu'en ce moment, on a à l'imprimerie nationale 26 millions d'enveloppes qui sont en train d'être confectionnés par des jeunes étudiants qui sont faits esclaves. Ils sont payés à raison de 150 francs de l'heure. Permettez-moi, j'assume mes propos, monsieur Serge-Alain. Je ne peux pas permettre, Jean-Marc. Monsieur Serge-Alain Auto, nous sommes en politique, on collecte des informations. Oui. Nous ne sommes plus à l'ère de la pensée unique. Permettez-moi de dénoncer une injustice. Qu'on fasse travailler. Nous n'avons pas les éléments de preuve. Vous pouvez vous renseigner. En ce moment, à l'imprimerie nationale, on confectionne 26 millions d'enveloppes pour une élection où il y a 6,5 millions d'électeurs selon le fichier que l'ECAM nous a produit de toutes les façons. Vous avez demandé pourquoi je pense que c'est une mascarade. C'est une mascarade parce que généralement au Cameroun aujourd'hui, quand on fait des dons de moustiquaires imprégnés aux mamans, quand on fait des dons de notebooks aux étudiants, on leur demande des décharges biométriques, on prend leurs empreintes, on les filme. C'est pour faire quoi? C'est pour fabriquer certainement des cartes d'électeurs fictifs. Le régime a déjà gagné avant même que le processus ne se tienne. C'est une imposture, c'est une mascarade parce que justement, le code électoral est à la mesure d'un homme. Les chefs traditionnels lui sont acquis. Les chefs de quartier lui sont acquis. Les commissions électorales lui est acquise. Le conseil constitutionnel est fait de ces créatures. Comment pensez-vous que ces gens, ne serait-ce que par gratitude... Non, l'élection est libre. Je crois que tout le monde... Si vous avez décidé de ne pas aller... Vous avez décidé de ne pas aller à l'élection. Je crois que votre question était claire. Oui. Pourquoi pensez-vous que c'est une imposture? Oui, je crois que vous avez donc déjà répondu. Vous avez répondu. Laissez donc ceux qui ont décidé... Oui, ceux qui ont décidé d'aller à l'élection. Oui, il y a des gens qui ont décidé d'aller à l'élection. Mais je donne mon point de vue. Oui. Je donne mon point de vue. Je ne suis pas sous la pensée, je suis anticonformiste. On ne m'impose pas un courant de pensée, M. Serge-Alain Auto. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis les choses. Je suis un podol. Podol est le porte-parole. J'ai été fait un podol à Boudmaka par 72 Mbombok. Selon la cosmogonie socio-anthropologique Bassa, les Mbombok sont quand même jusqu'à preuve contre les gardiens de tradition. Certains ont voulu faire croire que c'était une histoire d'argent. Je profite d'ailleurs pour ouvrir la parenthèse. J'ai été traité il y a peu par un éminent professeur de malade mental de Pantin. Non, nous parlons de l'élection du 7 octobre. Nous sommes dans l'élection. Il a estimé, ce monsieur, que quand mes équipes ont fait mention
de la récupération de certains de nos idéaux par certains candidats à l'élection présidentielle, il a sous-entendu que j'étais un malade mental. Et il a dit qu'il était un éminent professeur, en même de pouvoir mobiliser les équipes pour concevoir un projet de société. Seulement, dans mon analyse, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a été leader d'un parti politique avec 2 élus. Alors, l'éminent professeur qu'il est, non, je ne suis pas. Non, mais quand même, il m'a traité de malade. Non, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Non. Oui, Fabrice Tueli. Non. On n'est pas. C'est pas ça Equinox Soir. Je vous en prie. On n'est pas là. Il n'est pas là. Ce candidat n'est pas là pour vous apporter la contradiction. Je vous en prie. Je vous ai posé une question. On n'est pas. Non, on n'est pas. Ne faites pas une fixation. Non, je ne fais pas une fixation sur un candidat. Je ne fais pas de fixation. Vous avez dit que le 7 octobre, c'est une mascarade. Ma question était simple. J'ai répondu, vous êtes satisfait? Voilà. Oui, merci. Merci. Oui, Fabrice Tueli. Oui, merci Serge Alain. Donc vous avez décidé d'aller à cette élection. Effectivement, je voudrais rassurer M. Jab-Marc Ngossin que le récital qu'il fait, ou alors le plaidoyer qu'il fait à l'endroit de, je suppose, de tous ceux qui nous écoutent, comme quoi l'élection serait faussée d'avance, c'est une idée reçue. Pour la simple raison que le code électoral, nous savons qu'il est mauvais. Nous savons que Elekam est taxé, entre guillemets, d'être partisan du candidat sortant, M. Biya. Nous savons que le Conseil constitutionnel qui arrive à point nommé en 2018, après 20 poussières d'années, vient simplement pour servir un seul individu, toujours selon une certaine opinion que M. Ngos défend ici sur le plateau. Je voudrais simplement le rassurer qu'en tant qu'électeur, parce qu'il est simplement un électeur à ce jour, que les dispositions, du moins prises au niveau du Parti Univers, rendront l'élection cette année au Cameroun quelque chose d'inédit. Je peux vous rassurer, M. Ngos, que si les urnes donnent M. Cabral Libi vainqueur de cette élection, il entrera à Etoudji. Pour la simple raison que rien, ni le Conseil constitutionnel, ni Elekam, ni personne ne pourra voler sa voix. Je voudrais simplement faire un détour pour répondre, entre guillemets, à une certaine cacophonie qui se fait autour de l'idée selon laquelle, sans coalition, il est impossible de battre M. Biya. Nous savons les qui défendent cette idée, qui est également une idée reçue. Pour la simple raison que nous nous souvenons bien en 92. Mais votre candidat parlait de primaire, hein? Oui, de primaire, deux même. Oui. Vous savez, il y avait les premières primaires qui intégraient le peuple, dans laquelle le peuple devait justement décider qui doit le représenter. Ensuite, l'élection, entre guillemets, l'élection papale, pour dire que chaque candidat devait porter sur un bout de papier un autre nom que le sien, et que celui qui ferait l'unanimité soit le candidat de le candidat de l'opposition. Après, bien entendu, les accords au niveau, pas des accords, mais un agencement au niveau des projets de société, parce que c'est de ça qu'il est question. On se met ensemble parce qu'on a une certaine vision de ce que doit être le Cameroun. Donc, pour dire que aujourd'hui, cette idée selon laquelle, sans la coalition, le candidat Biya, le candidat sortant Biya, ne peut pas être battu, est simplement de la désinformation. Pourquoi? On a également évoqué le fait que le corps électoral... Oui, je vais peut-être sortir par cet élément ou deux éléments. Que le corps électoral qui est passé de 7 millions à 6 millions et poussière en 2018 donne l'impression que ce décalage numérique au rabais porte à croire que les gens ont plutôt refusé de s'inscrire. Non, je pense qu'entre les décédés et autres, il faut simplement se dire que, et les camps qui n'a pas encore rendu public le chiffre même en 10%. Donc je pense que cette jeunesse qui est arrivée, permet que je chute Alain, que cette jeunesse qui est arrivée ne vient pas au hasard. Alors, au-delà du chiffre numérique, il faut simplement se dire nous sommes arrivés au terme. Merci. Nous avons atteint nous sommes arrivés au terme. Nous sommes arrivés au terme. Merci Kaminele d'être passé. Tout plaisir a été pour moi à Serge Alain Auto et surtout de débattre avec le Mbobok Gos. Merci Footing.
Merci Serge Alain, merci à tous mes copanélistes. Je finis toujours en demandant à la jeunesse camerounaise de s'engager dans l'entrepreneuriat, dans la science et dans la technologie si nous voulons construire ce pays. Merci Fabrice Toulier d'être passé, merci. Oui, merci, merci. Peut-être pour chuter, hein, pour dire que les jeunes... Décidément. Oh alors, le peuple camerounais qui nous écoute ne doit pas s'intéresser à l'aspect numérique du chiffre électoral, mais plutôt au déclic mental qui sévit actuellement dans la sphère politique camerounaise. Ok, merci à vous également. Je vous en prie, M. Serge Alain. Jean-Marc Ngoz. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Je ne répondrai simplement pas aux propos de mon jeune frère, je comprends. Souvent, il y a aussi l'émotion en politique. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis, sauf de se laisser surprendre. Donc, il y a l'émotion, il y a l'entrain, je peux comprendre. Simplement, en bête politique, pour avoir été conseiller de 4 chefs d'État, pour être le prochain chef de l'État camerounais, je leur répondrai après le 7 octobre. Ok, merci. Merci, madame, monsieur, d'avoir regardé Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Bazou.